Si Nazir se fait belle, ce n'est pas pour sortir s'amuser. Depuis quelques mois, se maquiller est devenu un plaisir amer. Ça semble être un détail, mais c'est très important. Dans la période que je vis, c'est ce genre de petits gestes qui m'aident à surmonter les épreuves. Tous les vendredis, direction Silivri, à 90 km à l'ouest d'Istanbul. Nazir, 51 ans, mère au foyer, part voir son mari en prison. Ce trajet est long et ennuyeux. Je déteste cette route. Cela fait 5 mois que son mari est derrière les barreaux. De la détention provisoire qui s'éternise. La justice turque n'a jamais précisé les charges retenues contre son époux, journaliste dans le principal quotidien d'opposition du pays. Je ne sais pas pourquoi mon mari est en prison. Je pense que ceux qui les ont jetés derrière les barreaux, lui et ses collègues, ne le savent même pas eux-mêmes. Il n'y a qu'un seul but, c'est de les faire taire. La justice n'a écrit aucun acte d'accusation en l'espace de 5 mois. C'est de la pure folie, c'est une situation kafkaïenne. La prison où il est détenu est hautement sécurisée. Pour y accéder, il faut passer un premier point de contrôle. À partir de là, nous filmons discrètement avec un téléphone. Derrière, le parking pour les familles de prisonniers est bondé. Depuis 9 mois, plus de 110 000 personnes ont été arrêtées en Turquie. Une vague d'interpellations brutale et massive. À tout à l'heure. Nazir va passer un second contrôle, puis sera emmené en bus jusqu'au parloir. Son mari, Kadri Gürsel, 56 ans, a été incarcéré le 31 octobre dernier avec 11 de ses collègues. Journaliste depuis une trentaine d'années, il écrivait depuis le mois de mai pour le Cumhuriyet. Le voici ici, avec son fils de 10 ans, Erdem. Nazir a eu droit, comme chaque semaine, à 1 heure d'entrevue derrière une vitre. À ses côtés, la femme et la fille de 2 autres journalistes, incarcérés dans la même cellule que Kadri. Mon mari m'a posé beaucoup de questions sur notre fils. Ses activités sportives, ses amis, comment se passent ses journées. Vraiment tout ce que vous pourriez imaginer. Il est préoccupé de savoir si notre fils dort correctement. Et vous, comment vous sentez-vous ? Ma patience est en train de se transformer en une vraie colère. Après chaque rencontre avec Kadri, j'en sors énervée. Contre ce lieu, cette prison, cette situation, et surtout contre les responsables de ce qui arrive à notre famille. Les nouvelles compagnes d'infortune et leur avocate ont pris l'habitude de faire ensemble le chemin du retour pour décompresser. Est-ce qu'il pourrait au moins les autoriser à jouer aux échecs ? Ça les occuperait. Y a-t-il un autre journal dans le monde qui ait cette particularité ? Un journal qui a été obligé de mettre en place un service de bus entre sa rédaction et la prison. C'est vraiment le symbole de l'absurdité totale dans laquelle est plongée la Turquie. Toutes estiment que leurs proches sont victimes d'une gigantesque chasse aux sorcières. Une répression sans précédent dans ce pays de 72 millions d'habitants qui a été candidat à l'entrée dans l'Union européenne. La Turquie a longtemps fait figure de bon élève dans le monde musulman en matière de démocratie et de laïcité. C'était aussi une destination touristique majeure de la Méditerranée. Mais le pays est-il en train de glisser vers la dictature ? La question se pose plus que jamais depuis le 15 juillet dernier. Ce jour-là, des militaires putschistes tentent de s'emparer du pouvoir à Ankara et Istanbul. Mais leur percée va tourner court. Dans la soirée, lors d'une scène surréaliste, le président de la République appelle la présentatrice d'un journal télévisé. Monsieur le Président, allez-y, nous vous écoutons. Recep Tayyip Erdogan exhorte en direct la population à le soutenir. J'invite le peuple à investir les places, à descendre dans la rue. Je l'invite à aller dans les aéroports et à faire face aux putschistes.
On verra bien si les militaires osent s'en prendre au peuple avec les tanks et les armes de la nation. Les affrontements de rue vont faire 250 morts. Le coup d'État échoue. Depuis, Erdogan est accusé de profiter de ce putsch raté pour se livrer à un grand nettoyage chez ses opposants dans l'armée, la police, l'enseignement, la justice et les médias. On est loin du visage que cet ancien maire d'Istanbul présentait au monde entier lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2003. À l'époque, il s'affiche comme un partisan de la démocratie, adepte d'un islam modéré. Mais avec le temps, il dévie vers l'autoritarisme. Dernier symbole de sa soif de pouvoir, cet immense palais présidentiel qu'il a fait construire en lisière de la capitale. Plus de 1000 pièces, 4 fois la taille du château de Versailles, pour 500 millions d'euros. Cumhuriyet, le journal où travaillait Kadri, le mari de Nazir, ressemble à un camp retranché, avec agents de sécurité en armes et barrières. Aykut est l'un des rédacteurs en chef de ce symbole de la liberté de la presse. Bon, on sort cette info aujourd'hui. Tu écris 5000 signes pour le premier volet. Chaque jour, il met en une les 11 portraits de ses collègues emprisonnés. Demain, c'est leur 146e jour. Dans le climat de peur qui s'est abattu sur le pays, couvrir l'actualité politique est sensible. Sois là avant 14h. D'accord, je pense rentrer bien avant. Aujourd'hui, Sibel, 34 ans, doit écrire un article sur la campagne du référendum de dimanche prochain. Je vais à Assi Osman. Le texte propose de donner davantage de pouvoir au président, en supprimant notamment le poste de Premier ministre. Partout dans Istanbul, des affiches pour le oui, evet en turc. La campagne des opposants est beaucoup moins visible. Sibel se rend sur le stand des partisans d'Erdogan. Bonjour, je m'appelle Sibel du journal Cumhuriyet. Ravie de vous rencontrer. Ils se mettent immédiatement à la filmer. Pourquoi vous la filmez? Je suis libre de faire ce que je veux. Les journalistes comme elle sont sous haute surveillance. Sibel continue son interview, mais en s'éloignant, elle avoue son malaise. Je suis surprise quand je vois ce genre de réaction. Je me demande pourquoi ils font ça. J'ai pas vraiment envie de m'étaler sur le sujet. Depuis le coup d'État raté du 15 juillet, le gouvernement a ordonné la fermeture de 170 organes de presse. Il leur reproche leurs écrits sur la politique intérieure, la Syrie ou encore la question kurde. Le président Erdogan considère aussi certains d'entre eux comme des partisans de son ennemi juré, Fethullah Gülen. Cet intellectuel musulman de 75 ans vit aujourd'hui réfugié aux États-Unis. Erdogan l'accuse d'être le cerveau du putsch manqué. Ce dernier nie farouchement. Les journalistes ne sont pas les seuls dans la ligne de mire du président. Un décret permet de licencier tous les soutiens supposés de Fethullah Gülen, jusque dans la société civile. C'est le cas de Sezgin. Dans sa famille, on est marin de père en fils. Pendant 19 ans, ce quadragénaire a travaillé pour la municipalité sur les bateaux qui transportent les stambouliotes d'une rive à l'autre du Bosphore. Bonjour. Tu fais quoi? Bah, tu vois, on bosse. Ok, on se voit plus tard alors. Ok. Sezgin a été licencié. Avant, je travaillais sur ce bateau. Maintenant, je le regarde de loin. C'est très dur. Je n'ai pas mérité ça. Le 16 août dernier, un mois après la tentative de coup d'État, il a été convoqué par sa direction. 3 personnes m'ont interrogé. Elles m'ont demandé où j'avais étudié. Elles m'ont posé des questions sur l'éducation et les études de ma femme.
Après, ils m'ont demandé mon mot de passe Facebook. Ils m'ont dit qu'ils allaient vérifier toutes mes conversations. Comme Sezgin, près de 100 000 fonctionnaires ont été renvoyés. Un cataclysme pour ce père de famille. Il vit dans l'une de ses tours, avec ses 3 enfants et son épouse, Zineb, qui ne travaille pas. Range ces tasses d'abord, on verra après pour les autres. Sezgin gagnait 1 200 € par mois, 3 fois le salaire moyen turc. Aujourd'hui, il n'a pas le droit aux allocations chômage. Dans sa lettre de licenciement, aucune faute n'est mentionnée. Ce qui lui est reproché, le choix de l'école de sa fille et de sa banque, des établissements fondés par des proches de Fethullah Gülen. À la lumière des éléments, nous avons jugé que vous étiez liés financièrement et physiquement à une organisation terroriste. À cause de cette très haute suspicion, il a été estimé que vous portez atteinte à la sûreté du pays. Nous avons demandé votre licenciement pour des raisons de sécurité. Sezgin dit avoir choisi cette école car sa fille avait obtenu une bourse et l'enseignement y était réputé. Je n'ai aucun lien avec ces gens-là. Moi, je suis un citoyen comme un autre. Si ma banque et mon école étaient illégales, pourquoi les autorités n'ont pas donné ordre de les fermer plus tôt? La famille vit grâce à ses quelques économies et un peu d'aide de ses proches. Fini les sorties au restaurant ou au cinéma et peu de viande au menu. Mais le plus dur, ce n'est pas la précarité ni le désœuvrement, c'est l'opprobre qui s'est abattu sur eux. Quand, autour de vous, les gens apprennent que vous avez été licencié sur de telles accusations, c'est très dur. Vos proches, vos amis commencent à s'éloigner de vous. Ils vous regardent comme si vous étiez coupable de quelque chose, comme si vous souteniez le terrorisme. Plusieurs fois par semaine, la famille, démunie, tente de se faire entendre devant la mairie d'Istanbul, avec ses moyens dérisoires, une pancarte « Rendez-moi mon travail ». Calme-toi, tout va bien. On ira au parc après, d'accord? Les passants ne leur prêtent guère attention, sauf ceux qui partagent leur situation. Pourquoi est-ce qu'on subit ça? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Moi, j'ai reçu une lettre. C'est une histoire avec ma banque et l'école. Moi, j'ai pas eu d'explication. On m'a viré pour propagande. Cet homme était électricien dans une entreprise publique. Il a raison de protester. On est nombreux dans cette situation, sans aucune preuve, virés du jour au lendemain. Sezgin n'a plus qu'1 mois d'économie devant lui. Il envisage de retourner vivre chez ses parents. D'autres fonctionnaires licenciés ont choisi des voies plus radicales. J'ai préparé nos limonades salées. Nourier, 35 ans, et Semi, 28 ans, ont entamé une grève de la faim. J'ai mis moins de sel. Dans celle d'hier, il y en avait trop. Depuis 20 jours, ils n'avalent qu'un peu d'eau salée et du sucre. Elle était chercheur dans une université, lui, professeur dans une école. Accusés eux aussi de lien avec le terrorisme, ils ont été renvoyés. Bon, rien à signaler, ça va. J'ai 9,5 ? Non, 7. Ils en sont persuadés. Ce sont leurs convictions syndicales ou politiques, critiques à l'égard du régime, qui leur valent d'être révoquées. Parmi les badauds, des policiers en civil les observent. Pour se reposer, Salut, nous revoilà. Nourier, la gréviste de la faim, trouve refuge dans ce café alternatif. C'est ici qu'elle dort depuis qu'elle a dû rendre son appartement, faute de salaire. Dans son ordinateur, les souvenirs douloureux de 27 arrestations.
Tous les jours ou presque, on se fait interpeller par la police. Là, je ne sais même plus trop quand c'était. Ici, c'est Semih. Et là, des gens qui nous soutenaient. Vous voyez les policiers en train de me traîner au sol. Ça a duré un long moment. Sur ces images, on voit aussi l'une de ses collègues, Sevi, une sociologue de 40 ans, être arrêtée. À chaque fois, tous passent plusieurs heures en garde à vue avant d'être relâchés. Malgré cette répression, chaque soir, Nouriye et ses amis reviennent tenir leur camp. De son côté, le président Erdogan assume pleinement les arrestations et licenciements massifs. Nous menons actuellement une purge pour chasser les gulenistes de l'armée, de la police et des institutions de l'État. Et nous allons continuer à faire le grand ménage. Ce virus, ce cancer, nous allons l'éradiquer des instances étatiques et de tout notre pays. Pour ses partisans, il incarne la stabilité face aux séparatistes kurdes et à la menace de Daesh. Dans ses meetings, Erdogan n'hésite plus à évoquer le rétablissement de la peine de mort s'il gagne le référendum. Aux 54 millions d'électeurs, de décider si la semaine prochaine, l'homme fort du pays le sera encore un peu plus.